Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net en partenariat avec votre radio. Présentation, Sylvia Coussin. Au sommaire de cette édition, le Tchad dispose désormais d'un laboratoire dédié aux grandes épidémies tropicales. La nouvelle structure facilitera le diagnostic de la Covid-19 et d'autres endémiques qui sévissent dans le pays. En Côte d'Ivoire, plus de crainte d'amputation du pied diabétique chez les patients atteints de ce mal. Ces malades pourront désormais bénéficier d'un traitement innovant en la matière. Au Burkina Faso, une stratégie nationale pour une gestion durable de l'eau vient d'être adoptée par le Conseil national de l'eau. À ne pas manquer la rubrique Kesako, la question de la semaine porte sur les effets du gaz lacrymogène sur la santé et nous vient de la RDC. En fin d'édition, comme d'habitude, nous allons consulter l'agenda scientifique de la semaine. Le gouvernement tchadien vient d'inaugurer son premier laboratoire dédié aux grandes épidémies tropicales. Cette structure médicale, installée à N'Djamena, permettra de poser le diagnostic de la Covid-19 et celui d'autres maladies qui sévissent dans le pays. Plus de précisions avec Adelph Maïdangro Adjekornondé, à N'Djamena. C'est une première dans l'histoire du Tchad. C'est aussi une avancée majeure dans le diagnostic et le traitement des épidémies. Le gouvernement du Tchad a ouvert le 12 décembre un laboratoire des grandes épidémies tropicales au centre hospitalier universitaire Le Bon Samaritain à N'Djamena. Ce projet naît des constats, celui du manque de diagnostic sérieux des maladies graves sur l'étendue du territoire national. Aussi, dans un contexte particulier, celui du coronavirus. Yves Diofang, directeur général du CHU Bon Samaritain, explique. Lorsque les premiers cas de Covid-19 ont été enregistrés sur le territoire tchadien, le gouvernement a aussitôt mis en place un plan de contingence pour faire face à la pandémie. C'est donc eu égard à ce plan de contingence que le CHU Bon Samaritain s'est proposé de se doter d'un laboratoire capable de poser des diagnostics de la Covid-19. En dehors du coronavirus, ce laboratoire va permettre de dépister d'autres endémies tropicales. Il sera aussi un espace de recherche scientifique. Ce laboratoire servira au développement et à la promotion de la recherche, mais aussi sera d'un important support logistique à notre système de santé pour faire face à d'éventuelles épidémies similaires. Au Tchad, depuis le début de la pandémie, les structures sanitaires ont montré leurs limites, voire leur fragilité. Mais avec l'ouverture de ces laboratoires, une flamme d'espoir renaît, rassure le coordonnateur du comité de riposte sanitaire, professeur Choua Oucheimi. Le résultat que nous voyons aujourd'hui est vraiment un signe d'espoir. Un, pour un meilleur diagnostic de la maladie Covid et deux, pour déjà ouvrir une porte sur l'avenir. Ainsi, une nouvelle page s'ouvre. Baindang Wanjikorno de Adelph N'Djamena pour santé, sciences et développement. En Côte d'Ivoire, la fatalité de l'amputation du pied diabétique s'éloigne désormais des malades à la faveur d'une innovation dans le traitement. Le diabète est une maladie qui menace la santé des Ivoiriens dans une proportion croissante. Et ce traitement, qui fait disparaître l'une des pires craintes des patients, suscite beaucoup d'espoir. Le point avec Isiaka Nguessan à Abidjan. Un nouvel espoir est né pour les malades du pied diabétique en Côte d'Ivoire où le taux de prévalence est passé de 5,7% à 6,2% depuis 2017. L'angioplastie des artères est la nouvelle technique de traitement du pied diabétique qui évite l'amputation aux malades et se réalise en 1 heure d'horloge. Professeur Amani, endocrinologue, spécialiste de la prise en charge thérapeutique innovante du pied diabétique, dévoile cette nouvelle approche. Le diabétique est un sujet qui est particulier. Il ne sent pas trop la douleur du fait d'une complication de son diabète qui touche au nerf. Alors les techniques qui sont nouvelles en Côte d'Ivoire, il y a par exemple un test qui permet très tôt de savoir que le diabétique va occulter son artère. Et avec les résultats de ce test, le patient est envoyé en kinésithérapie destinée aux vaisseaux. La kinésithérapie va développer des petits vaisseaux qui vont maintenir le pied en vie. Ça, c'est une première technique. Mais quand ces cas sont dépassés, et donc il y a deux types de traitements. Avant, c'était le traitement chirurgical, là où on faisait un pontage. On récupère le sang plus haut, en amont, et puis on l'envoie en aval, de sorte à ce que les orteils soient irrigués. Mais maintenant, il y a de nouvelles techniques, ce qu'on appelle angioplastie. C'est une plastie de l'artère, là où à partir d'une simple ponction, on arrive à introduire un matériel qui est ballonné pour aller dilater cette artère. Une fois l'artère dilatée, le sang arrive jusqu'aux orteils. Il est évident que les malades qui appréhendent difficilement l'amputation
l'amputation reçoivent cette nouvelle avec joie. Traoré Mawa, diabétique à Mans dans l'Ouest ivoirien, estime que le stress du diabète lié à l'amputation du pied pouvait conduire à la mort. La nouvelle technique pour éviter l'amputation des pieds des diabétiques est vraiment venue à point nommé. Puisque avant, si on te disait que tu avais le diabète, le stress pouvait te tuer même avant la maladie. Moi, je suis diabétique depuis l'année passée, mais il y a plus de peur que de mal. Non, vraiment, ça a amené des gens ici à Mans à se suicider après l'amputation des pieds. Il ne reste qu'à vulgariser ce traitement dans le service public afin d'atteindre l'objectif escompté, sauver des pieds et des vies. Isiaka Nguessan, Abidjan, Santé, Sciences et Développement. Au Burkina Faso, le Conseil national de l'eau a adopté une stratégie nationale pour une gestion durable de l'eau, une denrée rare et très précieuse dans ce pays sahélien. L'intérêt de l'adoption d'une telle stratégie avec notre correspondant à Ouagadougou, Abdelaziz Nabaloum. L'eau, source de vie, est un bien commun qu'il faut absolument protéger et gérer au profit de toutes les générations. C'est pourquoi la 37e session ordinaire du Conseil national de l'eau s'est penchée sur la stratégie nationale pour une meilleure gestion de l'eau pour la période 2021-2025. Josiane Cabré, gouverneur de la région du Centre-Sud. Les attentes, c'est la validation du document, c'est l'examen, les amendements, voilà, avec tous les différents acteurs qui sont là. Chacun va se prononcer sur le document pour l'amender et en tout cas le rendre plus parfait, voilà, pour la gestion de la ressource eau dans les 5 années qui viennent. Au cours de la session, la stratégie nationale de l'eau a été validée. Désormais, ce document est le référentiel pour une gestion durable de l'eau au Burkina Faso. Concrètement, il permettra de passer d'une approche de gestion sectorielle qui demande la primauté de l'État à une approche de gestion intégrée qui met en avant et concrétise la responsabilité commune de l'État, des collectivités locales, de la société civile et des populations dans la gestion de l'eau. André Nonguerma, président du Conseil national de l'eau. Il a fallu travailler à faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui l'eau est un bien commun. Il faut travailler à la protéger et surtout à bien la gérer. Alors donc aujourd'hui nous avons pu impliquer beaucoup de secteurs qui acceptent aujourd'hui de contribuer aux frais de gestion de cette eau. Alors la perspective qu'on veut sinon l'aboutissement, c'est que toute la population soit consciente de la nécessité de bien protéger l'eau, l'utiliser. Comme il a été dit, c'est une ressource qui ne se renouvelle pas. Donc il faut, avec l'accroissement de la population et des utilisations, qu'on voit les voies et moyens pour utiliser l'eau de façon efficace, efficiente surtout, faire des économies et songer donc au futur, les générations à venir. C'est un peu ça qui est important. Abdelaziz Nabaloum, Ouagadougou, pour Santé, Sciences et Développement. Kesako, qu'est-ce que c'est? Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts. Pour la question de la semaine, nous nous rendons en République démocratique du Congo, où une auditrice s'interroge sur les conséquences du gaz lacrymogène sur la santé. Nous l'écoutons. Bonjour Saïdef, je m'appelle Salem Toumba, artiste, musicienne en République démocratique du Congo. Les forces de l'ordre utilisent quelquefois les gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Dites-nous, quelles sont les conséquences, les méfaits de ces gaz pour la santé et en particulier pour les yeux? Merci. Cap sur Kinshasa, où notre correspondant Bertrand Mayumbu a cherché des éléments de réponse à cette préoccupation. Bonjour Bertrand. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Pour la petite histoire, ça je le tiens pour nos auditeurs qui se demandent quelle idée de fabriquer un gaz qui irrite et provoque les écoulements des larmes et vraiment va jusqu'à disperser les foules. Alors tout commence à partir de 1913, qui est la préfecture de la police de Paris en France, teste le premier gaz lacrymogène à base de bromacétal d'éthyle, connu pour ses propriétés irritantes, afin de neutraliser le forcené, les individus barricadés, bref, le hors-la-loi. Devant le succès récolté, l'armée française va utiliser ces gaz sous forme de cartouches suffocantes et grenades à main. Généralisé à travers le monde, c'est finalement en 1930 que ceci fut utilisé pour disperser les manifestations. Pour ne pas s'éterniser là-dessus, laissons donc le docteur Lévy Manou, ophtalmologue, au centre hospitalier Mavi, expliquer les conséquences du gaz lacrymogène sur la santé. Normalement, les gaz lacrymogènes ont pour effet de produire rapidement une irritation, une gêne physique qui réduit sensiblement la marge de manœuvre et cela peut durer 30 à 60 minutes. Tout dépend de la dose qu'on a inhalée et puis selon qu'on a été dans une pièce fermée ou en plein air. C'est-à-dire
qu'on ressent de manière insupportable une incapacité de respirer, de voir. Donc il se passe une irritation au niveau des glandes lacrymales, ce qui fera couler les larmes, une irritation de muqueuse nasale, buccale, et même une irritation de la peau dans les cas d'exposition intense, surtout dans les milieux fermés. Donc il peut s'en suivre certaines conséquences. Par exemple, on peut avoir les effets cardiovasculaires, on peut avoir des troubles hormonaux, des troubles menstruels pour les femmes, ça peut aller jusqu'aux fausses couches. Atteinte gastro-intestinale, nausées, vomissements, diarrhée, etc. Troubles nerveux, on peut avoir des maux de tête, des vertiges, des étourdissements, des pertes de conscience, des paralysies, et voire même le coma. On peut aussi attraper des troubles musculo-squelettiques. On peut avoir des douleurs ou des oppressions thoraciques, la rigidité musculaire, etc. Maintenant, il y a l'effet à forte dose. Ici, l'effet le plus fréquent reste les brûlures, pouvant aller jusqu'au second degré. L'atteinte oculaire peut compliquer jusqu'à toucher la rétine. Dans les cas graves, il peut même y avoir perforation de la cornée. Il y a l'hémorragie pulmonaire qu'on peut subir, voire même une œdème pulmonaire. À ce moment-là, c'est grave. Et malheureusement, dans les cas les plus extrêmes, il peut s'en suivre un décès. Et donc, après un incident comme cela, normalement, le membre proche de la famille ou les amis doivent prendre en charge la victime en l'amenant dans un centre hospitalier le plus proche. Maintenant, en termes de prévention, ce qu'il faut faire, c'est d'éviter de porter des lentilles de vue, parce que les gaz peuvent se coincer sous les lentilles et endommager la vue. Ne pas utiliser des crèmes grasses qui risquent de faire coller les gaz sur la peau. Il faut bien se laver le visage, les vêtements avec du savon, utiliser les lunettes de ski ou de plongée si possible. Et il y a aussi les masques chirurgicaux qui peuvent également protéger les bas du visage. Il faut davantage s'éloigner du lieu d'explosion en prenant de l'altitude car le gaz, il est plus lourd que l'air. Merci Bertrand. Je rappelle que vous êtes notre correspondant en République démocratique du Congo et que vous étiez en ligne de Kinshasa. Si vous aussi vous souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le +221 78 476 87 80. Je répète, le +221 78 476 87 80. Votre question, vous pouvez aussi nous la poser par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T. Et Sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place maintenant à l'agenda scientifique de la semaine avec Julien Changwang. Bonjour Julien. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Alors nous sommes impatients de découvrir les événements que vous nous proposez cette semaine. Alors, à cause de la fin d'année où les événements sont en berne, les conférences sont un peu rares. Mais retenons quand même le Oxford Farming Conference, entendez la conférence d'Oxford sur l'agriculture, qui est prévue le 7 janvier 2021. Pour des raisons évidentes, cette conférence sera entièrement virtuelle et les modalités de participation sont à trouver sur le site www.ofc.org.uk. Je répète, www.ofc.org.uk. Puis le 14 janvier 2021 a lieu la deuxième édition du Forum des jeunes de l'IRENA, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Ce forum qui se tient en marge de la 11e session de l'Assemblée générale de l'IRENA a pour thème promouvoir une transition énergétique juste et inclusive. Pour les détails, bien vouloir se rendre sur le site www.irena.org. IRENA s'écrit I-R-E-N-A. Je répète, www.irena.org. Et c'est tout pour cette semaine, Sylvie. Merci Julien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci pour votre bienveillante attention. Durant les 2 prochaines semaines, vous aurez droit à des émissions spéciales sous forme d'entretien avec des spécialistes pour explorer quelques-unes des principales questions sanitaires de l'heure. Quant à moi, je vous retrouve le 11 janvier 2021. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'agréables fêtes de fin d'année.
Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr. Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.